Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des campagnes. Mais attention, oubliez l'image de la campagne de vos grands-parents, on s'attaque à un sujet absolument central du programme de première, les espaces ruraux. Et vous allez voir, loin d'être des territoires un peu endormis, ils sont aujourd'hui au cœur de transformations vraiment profondes, et souvent pleines de contradictions. Prêt à décrypter cette grande mutation? Allez, c'est parti! Alors, quand on dit la campagne, quelle est la première image qui vous vient en tête? J'imagine que c'est quelque chose qui ressemble à ça. Des champs à perte de vue, des paysans au travail, une vie simple, rythmée par l'agriculture. C'est un peu l'image d'Épinal, hein? Une réalité qui existe encore, bien sûr, dans certaines régions du monde, comme ici au Népal. Mais la vraie question c'est, est-ce que cette vision est encore suffisante pour comprendre ce que sont les campagnes aujourd'hui? La réponse, elle est très claire. C'est non, carrément pas même. Cette image traditionnelle, si elle a la vie dure, ne rend absolument plus compte de la complexité incroyable des espaces ruraux d'aujourd'hui. En fait, cette vision a littéralement volé en éclats. Et ça nous amène directement à la question centrale de notre séance, la problématique qui va nous guider. Parce que si les campagnes ne servent plus seulement à nous nourrir, qu'est-ce qui s'y passe? De nouvelles fonctions apparaissent, s'ajoutent à l'agriculture, créent de nouvelles dynamiques, mais aussi, vous allez le voir, de nouvelles tensions. C'est tout ça qu'on va décortiquer ensemble. Donc, dans notre première partie, on va s'attaquer à ce changement de fond. On dit que les campagnes sont devenues des espaces multifonctionnels. C'est un mot un peu technique, mais il est essentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement la multifonctionnalité? Alors voilà, la définition à connaître par cœur pour le bac. La multifonctionnalité, c'est simple. C'est quand sur un même territoire, on a plusieurs fonctions, plusieurs usages qui coexistent. On ne fait plus que de l'agriculture, on y habite, on y vit en vacances, on y installe des usines, on y protège des parcs naturels. C'est cette superposition, cette cohabitation qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va raconter aujourd'hui. Et cette transformation, elle ne se passe pas du tout à la même vitesse partout dans le monde. Regardez ce graphique, le contraste est juste saisissant. En Éthiopie, la fonction agricole est encore écrasante. Plus des 2/3 de la population active travaille dans l'agriculture. Aux États-Unis, c'est moins de 2%. Le choc est total, non? Ça veut bien dire que l'espace rural américain est massivement disponible pour accueillir tout un tas d'autres activités. Alors, justement, quelles sont ces fameuses nouvelles fonctions? D'abord, bien sûr, la fonction résidentielle. De plus en plus de citadins, qu'on appelle les néo-ruraux, viennent s'installer à la campagne. Ensuite, une fonction récréative, avec le tourisme vert qui explose. Il y a aussi la fonction industrielle, qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui se transforme, notamment dans l'agroalimentaire ou l'extraction minière. Et enfin, une fonction de plus en plus importante aujourd'hui, la fonction environnementale, c'est-à-dire la protection des paysages et de la biodiversité. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons aux conséquences. Cette multifonctionnalité, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? En gros, est-ce que les campagnes vivent une sorte de renaissance ou est-ce qu'elles sont en train de devenir un champ de bataille? Eh bien, vous vous en doutez, la réponse est complexe. C'est souvent les deux à la fois. Pour illustrer le côté renaissance, le côté dynamique et positif, on va prendre un exemple qui fait un peu rêver tout le monde, je pense, la Toscane, en Italie. C'est vraiment l'archétype de la campagne qui a su se réinventer de manière spectaculaire. Cette citation d'une viticultrice toscane, elle est géniale, parce qu'elle résume tout. En Toscane, on ne vend plus simplement un produit agricole, du vin ou de l'huile d'olive. Non, on vend une expérience, un rêve, un paysage, un mode de vie, une histoire. C'est ce qu'on appelle l'agritourisme, et ça a transformé la campagne en une destination ultra attractive, un véritable moteur de développement économique. Mais, car il y a un mais. Cette cohabitation de différentes fonctions sur un même espace, elle n'est pas toujours aussi harmonieuse. Parfois, les projets des uns deviennent incompatibles avec ceux des autres. Et là, on bascule sur l'autre visage de la transformation rurale, celui du conflit. Et ça nous amène à la deuxième notion absolument essentielle de ce chapitre, le conflit d'usage. C'est tout simplement quand différents acteurs, ça peut être des habitants, des entreprises, des touristes ou même l'État, ne sont pas d'accord sur la façon d'utiliser un espace ou une ressource, comme la terre ou l'eau. Leurs intérêts et leurs projets s'opposent. Et ces conflits, ils peuvent prendre des formes très variées. Regardez ces deux exemples. À gauche, près de Toronto, on a un conflit d'aménagement typique. La ville s'étale, c'est la périurbanisation, et elle mange les terres agricoles les plus fertiles. C'est donc l'usage résidentiel qui s'oppose à l'usage agricole. À droite, en Allemagne, c'est un conflit sur les ressources. Un projet d'extension de mines de charbon menace de détruire une forêt ancienne. Là, c'est l'usage industriel contre l'usage environnemental. Pour vraiment comprendre comment ça se passe sur le terrain, penchons-nous sur le cas de Rosia Montana, en Roumanie.
C'est un véritable cas d'école. D'un côté, on a une puissante multinationale canadienne qui promet des milliers d'emplois avec un projet de mine d'or géante. De l'autre, des habitants et des associations qui craignent une catastrophe écologique, notamment à cause de l'utilisation du cyanure. C'est un conflit totalement asymétrique, mais on voit ici que la mobilisation citoyenne immense en 2013 et la reconnaissance de la valeur patrimoniale du site ont finalement permis de faire pencher la balance. D'accord, c'est une histoire passionnante, mais la question que vous vous posez sûrement, c'est concrètement, comment est-ce que j'utilise un exemple comme celui-ci dans une copie le jour du bac, surtout si je tombe sur une étude critique de documents? C'est une compétence clé, alors on va prendre un instant pour voir la méthode. La méthode est toujours la même, en 3 temps. C'est un réflexe à avoir. D'abord, on présente. Qui parle, d'où, quand, quel est le contexte. Ensuite, on analyse. On décortique le document pour identifier les acteurs en jeu, leurs motivations et les enjeux du conflit. Pour Rosia-Montana, on aurait la compagnie, les habitants pro-mine, les opposants, l'État roumain. Et enfin, l'étape la plus importante, la critique. On prend de la distance. Quel est le point de vue de l'auteur? Est-il objectif, engagé? On essaie de confronter les informations avec ce qu'on sait par ailleurs. Allez, on arrive à notre dernière partie, le moment de synthétiser tout ça. Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir pour vos révisions et surtout pour comprendre pourquoi ces espaces ruraux sont si importants aujourd'hui? Voilà, c'est la phrase bilan, celle qui répond à notre question du début. Le point crucial à comprendre, c'est que la campagne n'est plus à la marge. Elle est au centre des débats qui dessinent notre avenir. Quel modèle agricole pour demain? Comment veut-on habiter? Quelle transition énergétique? Comment protéger la biodiversité? Toutes ces questions brûlantes se jouent de manière très concrète dans les espaces ruraux. Et ce schéma, il est parfait pour visualiser cette complexité. On est très loin de la vieille opposition simpliste ville contre campagne. Aujourd'hui, on a une mosaïque d'acteurs, des agriculteurs qui ont souvent plusieurs activités, des néo-ruraux, des touristes, des entreprises, et bien sûr l'État et les collectivités locales qui doivent essayer d'arbitrer. Et tous ces acteurs ont des intérêts qui ne convergent pas toujours, loin de là. Allez, pour vous faciliter la vie, voilà une petite fiche de révision express. Mémorisez bien ces quelques notions clés et leurs définitions. Maîtrisez les 3 exemples qu'on a vus. La Toscane pour la dynamisation, Rosia-Montana pour le conflit, Toronto pour la pression urbaine. Ils vous serviront à illustrer tous vos arguments. Et s'il vous plaît, évitez le piège classique qui consiste à opposer une gentille campagne à une méchante ville. La réalité est infiniment plus nuancée. Et un dernier conseil de méthode, un conseil en or pour la composition, pour construire un raisonnement vraiment solide, pensez à organiser votre plan autour de cette tension. D'un côté, les dynamiques positives, la revitalisation, l'innovation, comme en Toscane, et de l'autre, les tensions, les conflits, comme à Rosia-Montana. C'est en montrant ces 2 facettes que vous construirez une argumentation riche et nuancée. On va se quitter sur cette question, une question ouverte. Maintenant qu'on a vu toutes les forces en présence, les dynamiques positives et les conflits parfois violents, comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir des campagnes? Est-ce qu'elles seront le laboratoire de nouvelles formes de coopération entre des usages différents ou au contraire le théâtre d'affrontements de plus en plus durs? La question reste ouverte et c'est sans doute à votre génération d'inventer une partie des réponses. Merci beaucoup pour votre attention